Nous voici encore réduits à délibérer sans vote, comme le faisait le tribunal de l'Empire, mais cette fois sur le sujet de la guerre ou de la paix. Notre Constitution n'oblige en rien le chef des armées, c'est-à-dire le président de la République, à nous consulter avant de décider d'une intervention militaire, moins encore à se soumettre à notre vote. Cette absence d'obligation, je vous le rappelle, est liée à l'abandon de la pratique de la déclaration de guerre, qui reste constitutionnellement soumise à notre décision, mais depuis le 7 décembre 1941, plus personne n'a jamais déclaré aucune guerre, et à l'urgence qui requiert parfois d'agir avant même que le Parlement ait eu à en connaître. Mais c'est pourtant bien une guerre que nous allons faire en Syrie. Et où est l'urgence, puisque l'allié américain, sans lequel nous ne ferons rien, a décidé de prendre son temps, d'attendre la réunion du G20 qui lui permettra de rencontrer M. Poutine et d'attendre aussi la réunion de son Congrès qui interviendra le 9 septembre prochain. De ce fait, il n'existe aucune urgence immédiate. Nous avons toujours le temps, sur un sujet aussi grave, d'organiser un véritable débat au sein de notre Assemblée qui devra se conclure par un vote après consultation des commissions, comme dans toutes les assemblées démocratiques de cette planète. Pas plus aux États-Unis qu'en France, il n'existe dans ce cas d'obligation juridique d'obtenir un vote du Parlement. C'est vrai. Et si le président Obama l'a jugé indispensable, c'est moins par un respect du Congrès, qu'on ne lui connaissait pas à ce jour dans le domaine international, que parce qu'il lui fallait avant tout consulter la Russie et convaincre une opinion publique encore réticente. Nous constatons aujourd'hui que cette tactique donne des résultats puisque le président Poutine n'exclut plus une réponse à l'utilisation des gaz si elle est démontrée et suspend ses livraisons de missiles S-300, l'équivalent russe des Patriotes, missiles antimissiles, tandis que le président républicain de la Chambre des représentants donne son accord à l'intervention, ce qui nous donne au passage une idée inconnue malheureusement dans ce pays et dans ses assemblées de ce que peut être le consensus national dans un grand pays démocratique. De ce fait, la décision d'engager nos forces, celle de la France, ne dépend plus aujourd'hui ni du vote de cette Assemblée si l'exécutif ne s'y soumet pas, ni même de la décision du président de la République qui est déjà annoncée, mais de l'issue de la rencontre Obama-Poutine et du vote du Congrès américain. La voix de la France s'est exprimée un peu tôt sans doute, et de manière peut-être finalement trop juste et trop claire, mais la décision nous échappe, tout autant au Parlement français qu'au sein de l'exécutif qui ne saurait agir seul avec le dernier allié qui pour le moment nous reste dans cette affaire, qui est l'allié américain. Demander un vote parlementaire dans quelques jours ou quelques semaines permettrait à la France de retrouver son autonomie de décision, c'est-à-dire sa souveraineté, nous donnerait la possibilité de voir comment les choses évoluent suite à la rencontre russo-américaine et au rapport des experts de l'ONU, et faisant en sorte que nous nous prononcions en dernier, nous permettrait de nous replacer au centre d'un jeu dans lequel, pour l'heure, nous paraissons marginalisés. Il appartient au président de la République d'en décider, mais il ne nous est pas interdit de souligner à quel point ce serait opportun. Le temps qui nous est donné, c'est peut-être le temps nécessaire qui laisserait une chance à la solution politique, une chance à la paix. Mais dans cette affaire, la forme, même si elle touche à notre souveraineté nationale et au fondement de notre démocratie, ne doit pas occulter le fond. L'atrocité d'une guerre civile qui a fait plus de 100 000 morts, le crime de guerre qui a consisté à utiliser du gaz neurotoxique pour terroriser une population en révolte. Nous disposons aujourd'hui des preuves que le gaz sarin a bien été utilisé lors de l'offensive du 21 août. Sans que nous en ayons la preuve, la présomption est établie que seul le gouvernement a pu l'utiliser aussi massivement et aux moyens de vecteurs dont ne disposent pas les opposants. La convention qui prohibe le gaz de combat a été signée par 160 pays. Sauf à renoncer à tout état de droit international en matière de crimes de guerre
et à admettre, au nom de je ne sais quel cynisme que j'ai entendu tout à l'heure, ou d'un faux principe de réalité qui nous condamnerait à la pire des réalités, nous ne pouvons rester sans agir dans un pays où les atermoiements de la communauté internationale a déjà donné le temps nécessaire à faire passer l'opposition laïque sous la tutelle du fondamentalisme religieux. Dans la guerre, Clausewitz distinguait, vous le savez, 3 composantes: la pulsion violente, la chance et la politique. Le recours à la force que notre exécutif a décidé n'est pas une réaction violente ou agressive. C'est l'application d'une sanction indispensable au respect du droit dans le domaine de la guerre. Pour autant, nous ne pouvons pas nous en remettre à la chance pour la suite des événements, c'est-à-dire pour ce qui suivra notre frappe, et nous devons penser politiquement cette dernière et ses conséquences, ainsi que ce qu'il nous restera à faire après pour sortir de cette crise. À la différence de l'intervention en Libye, où la France avait annoncé qu'elle avait pour objectif d'abattre le régime en place, et c'est bien ce que nous reprochent aujourd'hui les Russes et les Chinois, parce qu'à l'époque, l'ONU avait autorisé la force pour protéger les populations civiles et que le lendemain matin, les coalisés, à commencer par le président de la République française, avaient décidé que leur objectif, c'était d'abattre Kadhafi. Et les Russes nous disent « on ne nous refera plus le coup de la Libye ». Il faut quand même le rappeler, le blocage aux Nations Unies, pour coupable qu'il soit, en a quand même ses raisons, et ces raisons, c'est nous qui les avons générées. Par conséquent, cet argument est quand même particulier. La France pourrait exiger de la Syrie des couloirs humanitaires, des zones de sauvegarde. Cela justifierait notre intervention au-delà de la simple perspective punitive. Quoi qu'il en soit, on peut raisonnablement penser que si nos frappes ont lieu, le gouvernement syrien renoncera à utiliser à nouveau les gaz de combat, d'autant plus qu'il n'est pas certain que le crime du 21 août soit imputable au dictateur lui-même, mais peut-être à d'autres composantes de ce pouvoir secret et terrible, car le moins que l'on puisse dire, au-delà de l'horreur, de la réprobation et des conséquences, c'est que cette décision a été une erreur profonde et peut-être fatale pour le régime. Pour autant, notre intervention, à supposer qu'elle n'ait pas de conséquences de déstabilisation très graves, ne changera pas significativement la situation, c'est-à-dire la prolongation indéfinie d'une guerre civile syrienne. Après la décision que j'espère nous serons, en tant que représentation nationale, amenés à prendre dans quelque temps sur cette intervention, nous serons retournés à la situation antérieure et il nous restera à penser, avec nos alliés occidentaux, avec nos partenaires du monde arabe, avec les incontournables membres du Conseil de sécurité des Nations Unies que sont les Russes et les Chinois, aux voies et moyens d'une solution politique. Il faudra peut-être prendre aussi l'initiative d'une conférence internationale et il reviendrait à la France de prendre cette initiative. Il nous faudra aussi, avec les mêmes partenaires et alliés, revenir sur la question plus grave et plus fondamentale encore que celle de la tragédie syrienne et qui lui est indissociablement liée, celle de la marche inexorable de l'Iran vers l'acquisition de l'arme nucléaire. Il ne faudrait pas, au motif bien légitime, certes, qu'il faut répondre à l'utilisation par la Syrie d'une arme de destruction massive telle que le gaz sarin, qui est un peu le nucléaire du pauvre. Laisser l'Iran, signataire du traité de non-prolifération, se doter pendant ce temps de l'arme nucléaire, autrement plus redoutable pour la paix de cette région et celle du monde. L'intervention militaire dont il est ici question est la réponse à un crime précis, le moyen peut-être de l'éviter pour l'avenir. Elle ne saurait constituer ni une solution politique à la crise, ni même l'amorce d'une solution politique. Faisons en sorte que cette réponse indispensable aujourd'hui ou demain n'obère pas toute perspective de solution politique incontournable pour mettre fin au calvaire du peuple syrien et pour nous prémunir de risques plus grands encore dans cette région. Je vous remercie. Merci, M. Giacobbi. La parole est à M. André Chassaigne pour le groupe GDR.
Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, le 21 août dernier, une attaque chimique de grande ampleur a été perpétrée à la Ghouta en Syrie. Depuis la diffusion des vidéos insoutenables de ce massacre, les canons américains et français sont braqués sur la Syrie et n'attendent que le feu vert des États-Unis pour se faire entendre. En ce moment d'histoire, les députés du Front de gauche, fidèles à leurs convictions, se veulent porte-voix de la paix face aux pulsions guerrières et aux passions vengeresses. Porte-voix aussi de la raison qui commande, dans le conflit qui déchire la Syrie, la recherche d'une solution politique et non militaire. Or, notre chef de l'État, mu en chef de guerre, s'est engagé dans un discours qui fleure bon l'expédition punitive, discours de notre temps, discours synonyme d'impasse et d'échec. Les leçons du passé n'ont pas été tirées. Cette posture isole notre pays et son président. Elle n'est partagée ni par la grande majorité de la communauté internationale, ni par la communauté nationale. Ce double isolement devrait inciter le président de la République et son gouvernement à plus de considération pour les arguments développés contre une intervention militaire en Syrie et pour sortir le peuple syrien de la tragédie dont il est victime. D'abord, une telle intervention serait illégale, car injustifiée et infondée sur le plan du droit international. Faut-il rappeler qu'il existe un principe de non-intervention qui interdit à un État de s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre État souverain? Faut-il rappeler que seul le Conseil de sécurité des Nations unies peut lever cette obligation de non-ingérence en vertu du chapitre 7 de la Charte qui gouverne l'action du Conseil de sécurité en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression? Faut-il rappeler que la décision de recours à la force, seulement autorisée sous certaines conditions, nécessite l'accord d'au moins 9 de ses 15 membres et l'absence de veto d'un de ses membres permanents? Aucun des scénarios prévus par le chapitre 7 de la Charte de l'ONU consacré à l'emploi de la force ne s'apparente à celui de la Syrie. Il ne s'agit ni d'une agression entre États, ni de légitime défense. Enfin, aujourd'hui, toute tentative de valider une intervention militaire en Syrie par une simple résolution du Conseil de sécurité se heurte de facto au veto inévitable de la Russie et de la Chine. Dans ces conditions, comment imaginer que la France serait prête à lancer une attaque militaire illégale et violer ainsi ses propres engagements et ses valeurs? Je le dis avec gravité, la France est-elle prête à violer la Charte des Nations unies qui nous lie à la communauté internationale? Au-delà du caractère illégal d'une telle intervention, c'est sa justification et sa légitimité même qui sont en cause. L'option militaire n'offre nulle solution de règlement du conflit, nulle perspective de paix pour le peuple syrien. Le chef de l'État s'entête dans une logique militaire, ignorant la situation d'urgence humanitaire et écartant les options alternatives. Il veut engager notre pays dans une entreprise aventureuse et illusoire, conduite par les États-Unis. Sauf à renier notre attachement à l'indépendance nationale, un feu vert du Congrès américain ou de la Maison-Blanche ne saurait remplacer un mandat international, ni commander notre propre conduite, notre propre politique étrangère. Alors que les chancelleries occidentales ont, les unes après les autres, abandonné l'option militaire, l'entêtement du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, à s'isoler sur la scène européenne, sur la scène internationale et à s'isoler de son peuple, cet entêtement est troublant. Pourtant, la manipulation
et la propagande médiatico-politique qui ont ouvert la voie à la guerre contre l'Irak en 2003 demeurent dans toutes les mémoires et ont largement entaché la crédibilité de ces instigateurs. Le credo néoconservateur de la guerre au nom de la démocratie a semé la mort et le chaos en Irak. Et c'est encore en son nom que le président de la République et le gouvernement veulent nous convaincre de mener une expédition punitive, meurtrière en Syrie. Le règlement du conflit interne syrien ne sera pas résolu par quelques missiles. Les conflits au Moyen-Orient ou ailleurs prouvent que jamais des bombardements n'ont permis d'installer la démocratie et de pacifier un pays. Sans même attendre les conclusions des inspecteurs de l'ONU, des preuves que les attaques chimiques auraient été commises par le régime de Bachar al-Assad sont brandies pour justifier la guerre. Ces preuves seraient prétendument irréfutables selon notre gouvernement, tout comme l'étaient les preuves brandies par Colin Powell devant le Conseil de l'ONU en février 2003 sur la possession d'armes chimiques par le gouvernement irakien. Mais même si ces preuves étaient déclarées irréfutables, et nous ne doutons pas que Bachar al-Assad est capable du pire, même si ces preuves étaient déclarées irréfutables, comment lancer une guerre sans nous en donner les objectifs précis, si ce n'est la seule volonté de punir? Pas plus tard qu'hier soir, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a mis en garde contre les risques d'une action punitive en Syrie. Il nous a demandé de considérer, je cite, l'impact qu'aurait une telle action sur les efforts pour empêcher d'autres effusions de sang et faciliter un règlement politique du conflit. Comment, en effet, lancer une guerre sans en évaluer les conséquences, sauf à dire explicitement que cette guerre est menée pour asseoir la domination des grandes puissances occidentales, pour satisfaire leurs intérêts géostratégiques et économiques ou ceux d'autres puissances régionales? La population syrienne est aujourd'hui prise en otage entre un dictateur cynique et sanguinaire et une opposition désunie dont certains de leurs membres ont su faire preuve des exactions les plus effrayantes. C'est d'ailleurs pourquoi les minorités religieuses syriennes sont paniquées à la perspective de la victoire de certains rebelles syriens. Une intervention militaire aujourd'hui ne mettrait pas fin à l'escalade de la barbarie. Elle risquerait aussi de plonger un peu plus la région du Moyen-Orient dans le chaos généralisé. Tirons les leçons des expériences passées de l'Afghanistan et de la Libye. Gardons en mémoire le fiasco irakien et des centaines de personnes qui meurent chaque mois depuis dans des attentats meurtriers. Pensons également aux pays voisins qui paieront en vie humaine la moindre déflagration. Une société riche et fragile comme le Liban n'est-elle pas déjà la proie des confrontations communautaires qui nourrissent le conflit syrien? Certes, la France a la responsabilité d'agir, mais dans le seul intérêt des peuples. Le chaos de la guerre n'est pas dans l'intérêt des peuples, il est dans celui des djihadistes. Quant au peuple de France, il ne veut pas de cette guerre. Écoutons-le. Entendons-le, c'est notre devoir de démocrate. Si malgré cela, le gouvernement s'entête à entrer dans cette guerre illégale, un vote de la représentation nationale s'impose, à moins que le Parti socialiste n'adhère définitivement à la pratique présidentialiste de la Ve République, jadis critiquée et combattue. Ce vote, l'esprit démocratique et le sens des responsabilités politiques l'exigent. L'argument constitutionnel avancé par le gouvernement est utilisé parce qu'il craint le camouflet infligé au Premier ministre britannique. Notre gouvernement se cache derrière l'article 35 de la Constitution pour justifier ce déni de démocratie. Or, si le président de la République le décide, il peut laisser les parlementaires se prononcer demain sans se justifier et rompre ainsi avec les pratiques qu'il dénonçait lui-même en 2008 au nom de la dignité de notre démocratie. Par ailleurs, comme le rappellent de nombreux constitutionnalistes, l'article 49, alinéa 1, permet ce vote. C'est d'ailleurs la solution qui avait été retenue par le gouvernement Rocard au moment de la guerre du Golfe. Le gouvernement peut aussi s'appuyer sur le nouvel article 51 de notre Constitution.
Le président Barack Obama a lui-même demandé le vote du Congrès alors que la Constitution ne l'y obligeait pas. En France, l'absence de vote témoignerait de la volonté de cantonner les parlementaires français dans une position de simples spectateurs réduits à palabrer, mais non à décider. Notre attachement à la paix ne nous fait pas renoncer à notre sens des responsabilités. C'est en cela que s'exprime notre solidarité avec le peuple syrien. La prudence que nous préconisons n'est pas synonyme d'inaction. Il faut réagir et apporter une solution au drame vécu par le peuple syrien qui a eu le courage de se lever contre le régime dictatorial de Bachar al-Assad. Notre responsabilité de protéger les populations civiles, notre solidarité avec le peuple syrien doit d'abord se traduire par un renforcement significatif de l'aide humanitaire. Une telle action, qui relève de l'urgence, doit elle-même être prolongée par la recherche d'une solution politique supposant un engagement plus volontariste de notre diplomatie. La France doit ainsi peser de tout son poids diplomatique et symbolique pour obtenir la réunion d'un sommet réunissant les belligérants et les principales puissances impliquées afin de mettre fin à l'escalade de l'horreur. Je le dis pour terminer, je le dis et le redis avec gravité, ne cédons pas à la tentation de la guerre et de l'aventure militaire. Empruntons la voie politique qui, aussi étroite et difficile soit-elle, reste la meilleure qui soit pour le peuple syrien et la sécurité internationale, mais aussi la voie la plus digne pour notre pays qui en sortirait grandi. Merci, Monsieur Chassaigne. Mes chers collègues, je vous donne l'organisation de la suite de nos travaux. Je vais donner maintenant la parole à Madame Élisabeth Guigou, présidente de la Commission.